Nous recevons aujourd'hui Maître Géry Beadja, docteur en droit privé et membre du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique. Maître Beadja est avocat au barreau de Paris et intervient à la croisée de la pratique professionnelle de l'enseignement et de la recherche sur les questions sensibles aux droits de la santé et du respect des droits fondamentaux en psychiatrie. Vous allez nous parler du paradoxe au cœur des soins psychiatriques dits sans consentement et comment concilier un régime dérogatoire qui permet une restriction des libertés individuelles et la nécessité constitutionnelle du consentement libre et éclairé des personnes vulnérables hospitalisées en psychiatrie. Et je rappelle qu'en France, il y a plus de 137 000 mesures de soins psychiatriques sans consentement chaque année et 27 000, presque 28 000 personnes qui font l'objet d'une mesure d'isolement et près de 8 000 personnes qui sont placées sous contention. Donc il y a des mesures privatives de liberté aujourd'hui en psychiatrie, l'hospitalisation sous contrainte, la contention, l'isolement. Maître Beadja, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous aujourd'hui une famille qui nous écoute, un auditeur qui nous écoute, qui fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ou un proche qui fait l'objet, qui est privé de ses libertés en psychiatrie. Quels sont ses droits, quelles sont ses voies de recours et comment on peut contester aujourd'hui une mesure de contention et d'isolement? Effectivement, le patient qui se trouve en soins psychiatriques sans consentement a un ensemble de droits qui sont prévus à la fois par la Constitution et par le Code de la santé publique. Le premier droit constitutionnel, c'est évidemment le consentement aux soins. Ce n'est pas parce que la personne est en soins dits sans consentement que ce patient n'a pas à consentir aux soins. En fait, lorsqu'on parle de soins sans consentement, c'est uniquement sur l'admission, c'est-à-dire sur l'admission initiale. La personne est effectivement admise à l'hôpital en hospitalisation complète sans son consentement. Mais l'absence de consentement est censée s'arrêter là. C'est-à-dire, une fois la personne admise, son consentement aux soins doit être recherché, c'est-à-dire pour mettre en place l'ensemble des traitements. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le consentement aux soins. Et en dehors du consentement aux soins, le patient a également d'autres droits, tels que, par exemple, le droit d'avoir une information claire sur déjà l'ensemble des mesures de soins qui vont être pratiquées sur la personne même. Et ensuite, elle a également le droit de savoir quelles sont ses voies de recours pour contester la mesure de soins sans consentement. Donc, ces informations-là sur les voies de recours, sur les garanties, l'accès au juge doivent être donnés le plus tôt possible au patient. Et donc, la personne a donc le droit de contester les soins sans consentement auprès du juge des libertés et de la détention, qu'on appelle aujourd'hui juge judiciaire. Notamment si la mesure de soins compte se prolonger au-delà de 12 jours, notamment. Bon. De toute façon, l'hôpital est tenu de saisir le juge des libertés et de la détention si la mesure de soins compte se prolonger au-delà de 12 jours. Et alors, qu'en est-il des mesures de contention et d'isolement également? Alors, sur les mesures de contention et d'isolement, là, ça... Si un de nos proches fait l'objet de contention d'isolement, on nous informe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, faut-il être informé, puisque l'information n'intervient qu'au bout de 24 heures en matière de contention, c'est-à-dire l'information aux proches, à la famille, et l'information au juge n'intervient qu'au bout de 24 heures en matière de contention, et elle n'intervient qu'au bout de 48 heures en matière d'isolement. Une fois que cette information est donnée aux proches et à la famille, le meilleur conseil que je puisse donner évidemment, c'est de dire à la famille de contacter un avocat qui puisse justement assurer la garantie des droits du patient en question, puisque 24 heures, c'est déjà long. En matière de contention, par exemple, l'information donnée aux proches n'intervient qu'après 24 heures et le juge des libertés de la détention est saisi juste un peu avant 48 heures. Mais c'est déjà long. C'est déjà long. Donc, il faut le plus rapidement possible, à mon sens, contacter un avocat pour déjà pouvoir avoir accès au patient
et pouvoir s'assurer des conditions dans lesquelles l'isolement ou la contention sont pratiquées et saisir le juge si ce n'est pas déjà fait et assister la personne. Puisque l'assistance par l'avocat n'est pas obligatoire et donc il vaut mieux prendre les devants pour la famille et contacter un avocat. Ouais, En il faut matière être un d'isolement et de contention, l'assistance par l'avocat n'est pas obligatoire. ouais, Elle n'est mais pas c'est systématique. c'est sûrement indispensable parce que dans le milieu psychiatrique, on entend beaucoup de témoignages, où la famille, les droits, d'information dont vous parlez, ils sont souvent bafoués et donc il y a un manque d'information aussi bien du patient et de la famille. Donc d'où l'importance de se faire accompagner par un professionnel du droit, un avocat comme vous qui s'intéresse à la dignité et aux droits fondamentaux, aux droits constitutionnels, comme vous nous l'avez rappelé. Donc, maître Beadja, merci beaucoup Merci pour à c vous. pour cette intervention très instructive et j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à vous contacter si un des proches ou eux-mêmes ont été victimes d'abus en psychiatrie, quel qu'il soit. Vous êtes avocat au barreau de Paris, maître Géry Beadja, et on vous trouve facilement sur Internet. Et si vous avez également été victime d'abus en psychiatrie, n'hésitez pas à contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, et visiter leur site web ccdh.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.